Les amis, aujourd'hui on va parler d'une théorie. Encore une fois, j'adore ça, ça me passionne. On a commencé par parler des reptiliens, puis on a parlé de l'intelligence artificielle, c'était intéressant, en se disant que éventuellement elles allaient dominer le monde, les petites intelligences artificielles. Puis on a parlé de la zone 51 et des aliens, qui sont peut-être ou peut-être pas là-bas. Je le rappelle, tout ça c'est des théories, y a rien qui prouve que c'est vrai, rien qui prouve que c'est faux. Je préfère désamorcer une fois de plus, voilà, que les gens prennent pas trop ce truc au sérieux, parce que j'ai reçu des mails de gens qui soupçonnaient leur prof d'être un reptilien et qui m'en parlaient en mode hyper sérieux. C'est des théories, attention. Les amis, maintenant on arrête de parler, on arrête les conneries, on rentre dans le cœur du sujet. Ce qui est cool avec cette théorie, c'est qu'elle est très récente. Elle date de 1 mois. Bon, je voulais faire la vidéo avant, mais je pouvais pas parce qu'il n'y avait pas encore tous les éléments, etc. Et j'aurais pas pu raconter le truc bien. Maintenant, je peux, c'est passé. Ça a commencé le 13 mars sur Twitter lorsqu'un utilisateur comme vous, comme moi, a partagé un message vocal trop bizarre qu'il a reçu sur son téléphone. Peut-être avez-vous suivi cette histoire ou pas, je sais pas. Moi, en tout cas, je l'ai suivi grâce à quelqu'un qui m'a mentionné à ce moment-là et qui m'a dit: Lucas, intéresse-toi à ce truc, je suis sûr tu vas kiffer. Il avait juste. Il me connaît bien, il me connaît mieux que ma maman, cet homme, hein. Paul ou Julien, je sais plus ton nom. Peut-être Thierry. Bref, le 13 mars, un utilisateur du nom de Tai demande de l'aide aux tweetos pour déchiffrer un message vocal trop bizarre qu'il vient de recevoir. Alors ce message vocal, qu'est-ce qu'il raconte? Eh ben écoutons-le ensemble. Sierra, Delta, Alpha, November, Golf, Echo, Romeo, Sierra, Oscar, Sierra. N'est-ce pas creepy sans déconner? Imaginez-vous recevoir ce message sur votre boîte mail. Moi j'aurais fait comme ça et j'aurais partagé sur Twitter, j'aurais dit: qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Alors les tweetos sont immédiatement intéressés à son tweet. Il y a eu plus de 150 000 RT sur son tweet parce que tout le monde s'est dit: what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le message utilise l'alphabet phonétique de l'OTAN, c'est ce qui est entre autres utilisé pour les communications radio parfois. C'est un truc qui est utilisé normalement surtout par l'armée ou les secours ou la police. Pour le déchiffrer, c'est assez simple, en gros faut juste garder la première lettre de chaque mot et ça te donne d'autres mots. Voilà, par exemple, je sais pas moi, pour dire Squeezie, ben tu dis Sierra, Québec, uniforme, Echo, Echo, Zulu, India, Echo. Voilà, ça fait Squeezie. Ok, je vais pas vous faire travailler aujourd'hui, vous pouvez ranger les stylos et les cahiers. Tai a déchiffré le message vocal pour nous et ça donne: danger SOS, it is dire for you to evacuate because you they are not human. SOS, danger SOS. Ce qui en français nous donne: danger SOS, il est terrible pour vous d'évacuer, soyez prudents, ils ne sont pas humains. SOS, danger SOS. Je change d'opérateur tout de suite. Jusqu'à là on peut se dire: putain c'est un canular, je suis pas le seul à avoir reçu, énormément d'autres gens ont dû le recevoir, ça fait peur, mais voilà, bon, bien joué la blague. Juste là moi je trouverais ça dingue que des gens prennent le temps de mettre au point des blagues de ce genre là qui font vraiment flipper les autres quoi. C'est vraiment pas gentil du tout comme blague, c'est l'inverse d'une blague mon gars. Dans le message à la fin il y a aussi une série de chiffres. 0429339642330. Et généralement une série de chiffres c'est forcément un truc à déchiffrer, ça se balance pas comme ça signifie forcément quelque chose. Alors les tweetos, ces bons tweetos qui ont flair, qui ont l'enquête dans le sang là, qui ont trop regardé d'Eric, eh ben ils enquêtent mon gars. Et ils enquêtent très bien putain. Une tweetos du nom de Erin Mahoney 6, j'espère que j'écorche pas son nom. De toute façon elle est pas française, je m'en bats les couilles, elle tombera jamais sur cette vidéo. Bref, elle a eu l'idée de taper les chiffres dans Google Maps comme si c'était des coordonnées. Et il se trouve que ça donne un endroit très proche de celui où on a perdu le contact avec le vol numéro 370 de Malaysia Airlines. Le fameux avion qui a disparu. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, c'est un truc de malade, c'est un mystère total. Ça s'est passé en 2014 et à l'heure actuelle on a retrouvé quelques débris en 2015, mais on n'a pas retrouvé le gros de l'appareil, on sait pas ce qui s'est passé, l'histoire est très étrange. Et ça, normalement, ça n'arrive jamais. Il peut y avoir des crashs d'avion, mais on sait à peu près ce qui s'est passé, notamment grâce aux fameuses boîtes noires. Et surtout, ça disparaît pas des écrans radars comme ça. Là, l'avion a disparu sans aucune raison. C'est un mystère total. Je vous avoue, j'ai pas trop enquêté sur ce sujet-là parce que j'ai déjà peur de l'avion. Si je me mets à psychoter là-dessus, je vais péter un câble, je vais plus jamais partir en voyage, c'est fini. Donc, je me conserve à propos de ce sujet, mais voilà, c'est un mystère de fou. Vous pouvez enquêter de votre côté là-dessus si vous voulez. Et on en est donc au point où le fameux message reçu dans la boîte vocale du mec est relié au vol 370 disparu de Malaysia Airlines en 2014. Soi-disant. Attention, les coordonnées sont très proches et coïncident fortement, mais on sait pas. Il y a alors un mec du nom de Uzumaki qui se joue en débat et qui dit: mais mec, et si le message vocal que t'avais reçu, c'était tout simplement les derniers moments de la boîte noire du vol Malaysia Airlines 370 qui avait disparu? Damn it! Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est une boîte noire, c'est un truc qui est dans l'avion qui enregistre tout ce qui se passe et comme ça en cas d'accident ou de crash, et ben on la récupère et on analyse les données pour comprendre ce qui s'est passé et pour pas que ça se reproduise. Voilà, ça a contribué au fait que l'avion soit le moyen de transport le plus sûr du monde. Il y a eu pas mal de théories sur la disparition de cet avion, dont énormément qui parlent d'aliens qui auraient kidnappé l'avion ou à l'intérieur de l'avion l'un des passagers était pas humain et voulait du mal aux gens, enfin bref. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec ce putain d'avion? Et est-ce que ce que Tai a reçu sur sa messagerie c'est bel et bien la boîte noire qui lui a parlé? Est-ce que quelqu'un a pris contrôle de l'avion? Est-ce que quelque chose a pris contrôle de l'avion? Ah,
Internet devient fou. Mais alors pourquoi les infos de cette boîte noire auraient atterri dans la messagerie de notre ami Tai? Ça n'a rien à foutre là, qu'est-ce qui s'est passé? Uzumaki continue dans sa théorie des boîtes noires et il dit qu'il y a eu des grosses tempêtes solaires, que quand il y a une tempête solaire ça augmente le magnétisme dans l'air, et qu'en augmentant le magnétisme dans l'air, le signal aurait été amplifié pour atteindre le téléphone de Tai. C'est un peu gros comme théorie, là on commence à se dire ok on est définitivement dans de la fiction, mais c'est pas tout. Le lendemain Tai reçoit des tas de messages d'inconnus parce que son tweet attire la curiosité mais de milliers de personnes. Il lâche des screens de certains de ses messages dont l'un qui est écrit en indonésien et l'autre qui est écrit en code morse. Il va alors traduire celui qui est écrit en indonésien et ça nous donne en français: évacuez, s'il vous plaît envoyez de l'aide, il y a des prisonniers, c'est l'effondrement des nations. Mais je vous ai aussi dit qu'il avait reçu un message en code morse. Très connu hein, le code morse, c'est un peu chiant à décoder mais bon voilà, quand t'as un peu de temps tu peux. Et le message décodé nous donne They are taking over, ce qui en français nous donne ils prennent le contrôle, toujours avec une date, la date du 18 avril 2018. C'est toujours pas passé au moment où la vidéo sort. Et là il y a masse gens qui ont psychoté, qui ont dit ah putain les aliens arrivent le 18 avril. Ça a spéculé comme ça dans tous les sens. Et Tai qu'est-ce qu'il a fait? Il a désactivé son compte Twitter. Tout le monde s'est dit putain le gars il a balancé son gros fake monté de toutes pièces et il se casse comme ça. Vieux conspirationniste de merde. Ce mec là a accepté un appel Skype avec un autre youtubeur dans lequel il a l'air hyper sincère déjà, et il dit que c'est vraiment pas lui qui a créé ce message vocal, il a vraiment reçu ça, il est vraiment allé sur Twitter en disant putain c'est quoi, aidez-moi, je comprends pas. C'est pas du tout un gars qui croit aux théories conspirationnistes de base et ses potes pareil, et en fait il expliquait qu'avec la proportion que ça a pris, déjà il recevait énormément de messages dont beaucoup de messages de haine. Du coup on est là avec toutes ces infos. À partir de là qu'est-ce qu'on fait? Il faut se dire que ce message vocal il a probablement été créé par quelqu'un qui a envoyé ça à Tai. Tai avait quelques milliers de followers, donc c'est judicieux en plus d'envoyer ça à un mec à quelques milliers de followers. Le gars savait que de base ça allait faire un peu de visibilité et que ça pouvait partir en gros buzz, et c'est ce qui s'est passé. Donc a priori on dirait au final un jeu d'énigmes, et peut-être qu'il y a plein d'autres gens qui ont reçu le message mais qui sont tout simplement pas sur les réseaux sociaux, qui l'ont juste supprimé et qui s'en battaient les couilles. Bref, Tai lui il l'a partagé et malheureusement ça l'a mis sous le projecteur. Vraiment je vous ai dit la vidéo elle a fait plus de 8 millions de vues. Le pauvre tout ça l'a dépassé, du coup il avait désactivé son compte Twitter, il était revenu sous un autre nom, mais du coup il avait une photo comme l'autre compte, donc les gens pensaient que c'était un fake et il s'est repris encore plus d'insultes, enfin le pauvre. Tout ça pour vous mettre en garde sur ce que vous partagez sur les réseaux sociaux, ça peut vous mener comme Tai à de très gros problèmes. Même un message vocal bizarre comme ça on se doute pas, mais ça peut vraiment vous amener à de la haine, à recevoir de la haine, et c'est putain c'est triste. Moi ce que j'en pense, je pense que tout ça c'est un gros jeu orchestré par des petits malins, mais très malins, parce que le jeu va encore plus loin, les gens continuent à trouver des trucs, à déchiffrer des choses, et je trouve ça beau. Voilà, ça fait passer le temps aux gens, ça les rassemble, donc c'était pas mal intentionné mais c'était maladroit vis-à-vis de Tai qui s'en est pris plein la gueule. Après certaines personnes pensent qu'il s'agit vraiment d'un avertissement, qu'il y a vraiment eu une histoire d'alien dans le vol 370 de Malaysia Airlines, que Tai n'aurait jamais dû recevoir ça sur sa messagerie vocale, que c'est un truc qui est confidentiel. Alors croyez ce que vous voulez dans l'histoire. Moi j'avoue, je pense que c'est juste un jeu que des gens ont mis au point, et je trouve ça tout aussi génial. À vous de vous faire votre avis sur cette histoire, mais voilà, je voulais vous en parler parce que j'ai suivi le truc et je trouvais ça génial quand tout le monde cherche des preuves à déchiffrer les trucs, tout le monde se rassemble autour de quelque chose, et je sais pas, ça m'a vraiment fait plaisir de voir ça. Ou alors les aliens arrivent le 18 avril prochain pour nous exploser la gueule. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais des gros bisous, c'était génial, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, si vous voulez d'autres théories comme ça. J'adore en ce moment vous parler de ça, j'espère vraiment que ça continue à vous plaire, on apprend des trucs. Alors là, il y avait pas trop de science contrairement à l'intelligence artificielle ou la zone 51, c'est vraiment que des théories, c'est juste l'histoire d'un mec qui a reçu un message, et je trouve ça fou en fait, qu'en 2018 il y ait des gens, ils ont une vie normale et d'un coup ils reçoivent un truc, ils sont sous le projecteur, ça fait des millions de vues, tout le monde en parle, les médias relayent le truc, c'est fou, on est dans une époque de malade mon gars. J'ai envie d'être debout. Je pars en couille. Il y a 7 mois sur Twitter, un utilisateur a fait le buzz avec un thread qui comporte à l'heure actuelle plus de 400 tweets. Oui, laissez-moi vous donner son nom. Adam Ellis. Tout a commencé le 7 août dernier lorsque Adam Ellis, je vais m'asseoir c'est horrible, a publié le tweet suivant: bon, mon appartement est actuellement hanté par le fantôme d'un enfant mort et il essaye de me tuer. Je vais tourner toutes mes vidéos comme ça, ce plan est génial. À ce moment précis, le cerveau des humains qui ont lu ce tweet a fait un looping dans la boîte crânienne, pour de vrai, hein, exactement comme ça. Parce que le paranormal, c'est un truc passionnant, on y croit pas, mais on a tous envie d'y croire quand même. Le même jour, il publie un deuxième tweet qui dit: il a commencé à apparaître dans mes rêves, mais je pense qu'il est maintenant passé dans le monde réel. Oh, ça commence si bien. En 2 tweets, tout le monde veut savoir la suite, c'est incroyable, le gars il est trop fort. Il nous dit que la première fois qu'il a vu cet enfant, c'était lors d'une paralysie du sommeil, ce genre de truc qu'on peut avoir la nuit et qui fait bien bader, comme les terreurs nocturnes aussi, c'est terrifiant, c'est horrible. Il était en paralysie du sommeil et il a vu un enfant assis dans la chaise qui se trouvait au pied de son lit. Quoi de mieux pour commencer à vivre un enfer que cette situation, je ne sais pas. Il dessine des BD, ce gars, des straphs, il en publie d'ailleurs, il publie des pages sur Instagram. Il nous donne ensuite une info importante sur le physique de cet enfant, à savoir il lui manquait une partie du crâne, une grosse déformation d'un côté du crâne. Pour notre plus grand plaisir, du coup on a pu voir en moindre détail la
la tête de cet enfant ignoble. L'enfant le fixait lorsque d'un coup, il s'est levé et il s'est rapproché du bord du lit. Et juste avant qu'il atteigne le bord du lit, notre ami Adam s'est réveillé en hurlant ses grands morts. Et on aurait fait la même, alors le jugez pas, ok? Quelques nuits plus tard, Adam refait un rêve dans lequel il est dans une librairie et il y a une fille qui lui dit: Hey, vous avez rencontré Dear David? Ce à quoi il répond: Qui ça? Il est mort. Il apparaît seulement à minuit. Et vous pouvez lui poser 2 questions si vous commencez par Dear David, qui veut dire cher David. Mais n'osez jamais lui poser une 3e question, ou il vous tuera. Alors là, on connaît bien le coup du minuit, gna gna gna, dame blanche, dame blanche, dame blanche, gna gna gna. Wow! Sachez-le, toutes les histoires qui commencent par à minuit pile sont fausses. Elles sont toutes fausses. Je l'ai fait, moi, Dame Blanche, ok? J'étais en sueur de mon pyjama, mec. J'ai failli me pisser dessus. Il s'est rien passé. Après, peut-être mon charisme imposant a fait fuir Dame Blanche. Faut dire ce qui est bon. Là, notre cher Adam nous dit qu'il se chiait dessus, qu'avoir 2 rêves qui parlent de la même chose, effectivement, c'est assez flippant. C'est sûrement arrivé déjà à pas mal de gens d'entre vous quand t'as des cauchemars qui sont reliés les uns aux autres, qui se suivent alors que c'est pas la même nuit. Ça fait vraiment flipper parce qu'on a l'impression que c'est très réel. Il nous dit ensuite que plusieurs semaines sont passées sans qu'il ait de nouvelles de David. Oh, c'est pas plus mal, hein, vu sa gueule. Je suis désolé, personne n'a envie de revoir cette personne. Bon. Jusqu'à un jour où David apparaît de nouveau dans un rêve de Adam. Dans la même situation, le putain de David est assis dans la chaise au pied de son lit et il fixe Adam. Je sais qu'il y a plein de gens qui font ce genre de rêve, mais moi j'ai des potes qui ont déjà fait ce genre de rêve où il y a un truc au bout de leur lit qui les fixe. Et moi-même, quand j'étais petit, j'ai fait ce genre de rêve, donc rien d'alarmant pour le moment. C'est alors qu'Adam se souvient de ce que la fille de la librairie lui avait dit et il lui demande alors: Dear David, comment es-tu mort? David répond alors: un accident dans un magasin. Qu'est-ce qui s'est passé dans le magasin? Quelqu'un a poussé une étagère sur ma tête. Ouais, je lui invente une voix, ouais. Adam se chie dessus dans son lit et il lui demande: qui a poussé l'étagère? Adam, t'es con ou quoi? Elle t'a dit, la meuf de la librairie, 2 pas 3, et toi t'en poses 3, il est con. David ne répond pas. Adam réalise qu'il venait de lui poser une 3e question, ce qu'il n'était pas censé faire. Il se réveille alors complètement terrorisé. Eh, franchement, on a envie d'y croire à cette histoire, c'est génial. À partir de là, Adam il a un bon réflexe, il veut savoir si c'est la réalité ou pas cette histoire, donc il va enquêter sur Google. Il va chercher des trucs à propos d'un enfant qui serait mort dans un accident dans un magasin. Et Adam déménage dans l'appartement qui est juste au-dessus du sien parce qu'il est plus grand que le sien et il y a personne dedans, donc il se dit putain, le bon move, j'y vais. À partir de là, il y a 2 mois qui passent sans aucune nouvelle de notre très cher David et son morceau de crâne en moins. Donc Adam se dit qu'en fait en déménageant, David il a pas réussi à retrouver Adam. Alors qu'il fallait juste qu'il regarde à l'étage d'au-dessus, ça me paraît bizarre quand même. Ah mais c'est parce qu'il lui manque un morceau de crâne. Il est moins malin du coup. Pardon, excusez-moi, je nique le suspense. Mais j'adore faire des blagues pour désamorcer parce qu'au fond là j'ai très peur. J'ai pas envie de voir David dans mes rêves cette nuit vraiment. Et là, il se passe un truc bizarre. Pendant 4 nuits d'affilée, les 2 chats de Adam se mettent devant sa porte d'entrée et regardent quelque chose en dessous, comme s'il y avait quelqu'un de l'autre côté. Il est gentil, nous partage même une petite vidéo de cette situation qui est un peu glauque quand même. Il est donc quasi sûr que David a réussi à le retrouver. Il lui aura fallu des mois pour juste monter des marches. David quand même fait un effort. Et à partir de là, Adam ne donne plus de nouvelles. Pendant 48 heures, mais oui, on continue. Adam n'ayant pas le courage d'ouvrir la porte, il a raison. Moi j'appelle la police immédiatement. Adam décide de prendre 2 photos, l'une à travers l'œillère de la porte et l'autre après avoir ouvert la porte. Et en regardant ces 2 photos, il a l'impression de voir sur celle à travers l'œillère quelque chose. Et effectivement, Adam, il y a un peu de poussière sur ton œillère, tu devrais la nettoyer légèrement. À partir de là, Adam, il reverrouille sa porte à balles, il saute dans son lit, il se chie dessus, il a raison. Et il publie une photo de son chat qui attend toujours devant cette porte d'entrée. Et j'avoue qu'à sa place, j'aurais peur. En plus, j'ai des animaux, vous savez, tous ceux qui ont des chats là. Vous savez que des fois, nos chats, ils font des faces bizarres. Et on se dit, ils voient des choses que nous, on ne voit pas. T'imagines là, quand il fait ça, ton chat? C'est horrible. Et c'est là où ça devient glauque, je trouve, c'est que Adam, il commence à s'habituer à ça. Et il publie régulièrement des photos de ses chats qui sont devant sa porte d'entrée. Et ça arrive tout le temps vers le milieu de la nuit. Il publie une autre vidéo, il dit, voilà, comme d'hab, quelques minutes avant minuit, comme à chaque fois. Genre, ça devient normal, quoi. Les objets, ils pourraient bouger, il ferait, ouais, c'est normal, un fantôme. Et c'est là où ça devient flippant, c'est quand ce qui n'est pas normal devient normal pour le mec parce qu'il se rend plus compte du truc. Là, Adam fait alors un move désespéré, il met du putain de sel devant sa porte d'entrée, en mode ça éloigne les mauvais esprits. Quelques jours plus tard, Adam, il a une trop bonne idée. Il télécharge une application qui, dès qu'il y a du son, ça enregistre. Voilà, je peux pas mieux l'expliquer. Le matin, il se lève et il voit que dans l'application, il y a 33 enregistrements. Ce qui veut dire que dans la nuit, il y a eu 33 fois du bruit chez lui. Il nous dit que la plupart d'entre eux sont vagues, il y en a quelques-uns, c'est aussi le bruit des voitures qui passent. Mais il y en a 3 qui ont marqué son attention. Rien d'alarmant le deuxième. Ok, un petit bruit électrique, ça peut arriver aussi. Bon, avec toute l'électronique qu'on a chez nous, c'est totalement envisageable.
Et un autre boom. Rien de ouf, je vous invite à ne pas télécharger ce genre d'application parce que vous allez devenir parano. Il y a vraiment beaucoup de bruit la nuit, surtout si vous avez des animaux chez vous. Faut pas être parano, c'est normal. Moi des fois, mec, il y a des trucs qui tombent, ça fait v'là du bruit. C'est toujours soit Natsu, soit mes chats. Ce qui est dur dans cette situation, c'est de ne pas devenir parano, c'est très important. Adam part en week-end pour se vider un peu la tête, loin de David, il a bien raison. Il achète là-bas un Polaroid pour prendre des petites photos souvenirs de ses vacances et en rentrant, il décide de faire un tour de son appartement avec cet appareil. Il nous montre les photos, il dit voilà ma porte d'entrée, mon joli mur jaune, de l'autre côté mon lit avec la fameuse chaise verte qu'aime bien David. Puis il décide d'ouvrir sa porte d'entrée et de prendre une photo et la photo apparaît complètement noire. Adam, peut-être fallait-il allumer la lumière. Ça ne prend pas de photo dans le noir, c'est pas ton iPhone. Et puis là, les trucs étranges s'enchaînent. Le fameux son électrique qu'on a écouté tout à l'heure, il apparaît toutes les nuits autour de 3 heures. Sauf qu'au lieu de durer 20 secondes, il dure 5 minutes maintenant à chaque fois. Un matin, il se réveille avec l'impression que tout son appartement tremble, comme un petit tremblement de terre. Bref, là, Adam, il commence vraiment à être mal. Tout le monde lui dit, mec, quitte l'endroit, arrête tout, arrête tes conneries. Sauf qu'Adam, il se dit, bah ouais, mais le truc va peut-être me suivre, ça sert à rien. Adam nous dit le 22 août que le vendredi soir, il s'est endormi très tôt. Il était très crevé, sans aucune raison apparente. Il a alors rêvé de David, qui le prenait par le bras et l'emmenait dans un vieil entrepôt abandonné. Au réveil, il comprenait pas trop pourquoi il avait pas eu peur de David et pourquoi David avait réussi à l'emmener là-bas, alors que ça fait des jours qu'Adam il a peur de lui. Mais il se dit, bon, ça reste un rêve, tout est possible dans un rêve, on s'en fout. Et là, il va se doucher et qu'est-ce qu'il voit sur son bras? Il voit une trace rouge. Et ça, cette mécanique-là, elle est utilisée dans beaucoup de films d'horreur. Tu rêves d'un truc, il y a un contact physique dans le rêve, et au réveil, il y a une trace de ce contact physique qui t'indique qu'il y a donc vraiment eu un truc dans le monde réel. Adam part bientôt en vacances au Japon, il décide alors d'acheter une caméra à mettre chez lui pour qu'il puisse checker à distance s'il se passe des trucs bizarres. Il y a une application qui est reliée à cette caméra et ça lui enverra une notification s'il y a du mouvement ou du bruit chez lui. Il y a soit des notifications lui disant qu'il y a eu du mouvement, dès qu'il regarde, c'est ses chats qui passent devant. C'est l'horreur ces caméras, l'achetez pas quoi. Autant jamais le savoir quoi. Mais à un moment, ses chats ne passent pas devant. Alors il regarde la vidéo, il la re-regarde et regardez bien la chaise. Plus tard, pareil, il reçoit une notification de sa caméra, c'est une vidéo de ses chats, il la regarde quand même, et il voit son chat sauter sur un truc invisible. Alors, autant les autres trucs, tu fais waouh, autant là, mec, vraiment les chats, ils voient des choses quoi. Je te jure, ils voient des choses. Leur cerveau leur envoie un signal d'un truc qui n'existe pas, en disant, regarde, il y a un truc là, alors qu'il n'y a rien. Mais la vidéo d'après est flippante, puisque c'est son putain de chat, debout sur son canapé, qui regarde dans le vide. Mec, là, j'avoue, c'est un peu rare. Il rentre chez lui, il retrouve ses chats, et là, ça part en couille sa mère. Il entend du bruit venir de l'autre côté de sa putain de porte. Il reprend une photo dans l'œillère et cette fois, il voit ça, ce qui pense être une oreille avec juste à côté un œil. Oh, putain de sa mère. Il se passe pas mal de trucs et là, Adam rêve de David et c'est exactement comme la première fois où il est arrivé de lui. Il est assis dans cette chaise en face de lui, il le fixe. Il sait que c'est un rêve mais il décide de prendre son téléphone qui est dans le lit avec lui et de prendre des photos. Il a fait ça parce que dans la panique, il s'est dit ça y est, David il va me buter, je veux qu'il y ait des preuves dans mon téléphone, que les gens sachent ce qui m'est arrivé. Cette fois, David l'atteint, il met son visage juste au-dessus du sien, ses yeux deviennent blancs, il dit un truc incompréhensible. Puis il est debout sur le lit de Adam. Et Adam se réveille dans la panique sa mère et il n'y a aucune trace de David. Adam en se réveillant va au travail et à un moment il se souvient du rêve, il se souvient qu'il a pris des photos cette fois dans le rêve et il décide d'aller voir dans la pellicule de son téléphone. Et là... God damn it! Il existe ce fils de pute! Les amis, c'est la fin de l'histoire de Adam et de Dear David. On sait toujours pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais on pense que c'est une histoire créée de toutes pièces. Et c'est pas plus mal parce que franchement l'histoire elle est chambée. Pour une fois on n'a pas envie de niquer le mec parce qu'il a fait un fake. Au contraire, juste de lui dire mec c'est trop bien, peu importe que ce soit fake ou pas. On sait qu'il est illustrateur et cartooniste donc il sait créer des histoires, il a l'habitude de ça. Il s'agit là d'un bon gros coup de com pour lui. En tout cas ça a marché, ça a fait un buzz total et je trouve que c'est tellement bien géré. Et en plus quand moi là je vous fais le débrief après coup, mais quand tu suis l'histoire, une histoire mais qui fait pas peur. Un peu mais pas comme la dernière fois le Dear David. D'ailleurs c'est ce nouveau format de vidéo vous avez trop plu quand je décortique un peu un thread et que je l'illustre au montage, un thread, je sais toujours pas comment on dit. Allez on élucide ce mystère. Thread. Je suis tombé sur un autre Thread. d'un certain Manuel Bartual. Il a fait son thread en espagnol, mais heureusement pour nous, quelqu'un a traduit tout le thread en anglais. Et heureusement pour vous, quelqu'un ici va traduire pour vous en français. Lancez-moi des fleurs, allez-y. Oh oui. Cette fois, c'est pas une histoire d'enfant mort qui revient en mode esprit qui hante ton appartement. Non, c'est pas comme la dernière fois. Là, ça parle d'autre chose, c'est une autre thématique. Ça fait flipper, mais c'est pas pareil. Donc normalement, vous pourrez dormir cette nuit. La bonne nouvelle. Alors, l'été dernier, en août 2017, Manuel Bartual décide de partir en vacances quelques jours dans un hôtel. Juste à côté de la plage, tout était magnifique. Il a même mis une petite photo de l'endroit où il passait ses vacances, c'est merveilleux, c'est tout ce qu'on aime et bientôt vous y serez peut-être, en tout cas je vous le souhaite. Il était tranquillement en train de lire sur la terrasse de sa chambre d'hôtel lorsque d'un coup, sa porte de chambre s'ouvre et quelqu'un rentre. Inutile de préciser que Manuel était en vacances seul, pour décompresser un petit peu de la vie, il était solo. Alors il se dit putain, c'est sûrement quelqu'un du room service ou qui veut changer les draps ou quoi, et j'ai oublié de mettre le truc ne pas déranger, bon c'est ma faute. Mais pas du tout, en allant dans sa chambre, il découvre un homme fin et grand qui arpente la pièce.
Là ça commence à faire peur, je vous l'accorde. Manuel est un peu rassuré parce que le mec n'a pas l'air agressif, il a juste l'air paumé, genre il sait pas où il est du tout. Alors Manuel s'approche de lui pour lui parler et là il lui chope le bras. Manuel sursaute et le gars se met à lui parler très vite, mais ce qu'il dit c'est totalement incompréhensible. Je n'aime pas vraiment parler de ces catégories arbitraires. Oh j'étais bien là. Oh j'ai peur d'un coup, fils de pute de Cyril qui s'active tout seul. Au début Manuel pensait qu'il parlait dans une autre langue, mais petit à petit il se met à reconnaître des mots et en fait c'est juste que le gars ne parlait pas avec les mots dans le bon ordre. On aurait dit qu'il zappait un mot sur deux et qu'il mixait des phrases, c'était très bizarre sa manière de parler. Le mec regarde derrière lui et puis part et Manu réalise que le gars il avait une carte de chambre d'hôtel, donc probablement une carte qui pouvait ouvrir la chambre de Manu. Ce qui est terrifiant. T'as vraiment pas envie que des inconnus aient une carte qui ouvre ta chambre d'hôtel quand t'es à l'hôtel, on est d'accord. Là Manu a un réflexe très humain, il verrouille sa porte, il se pose sur le canapé en mode putain qu'est-ce qui vient de m'arriver, tu sais c'est choquant quand ça t'arrive un truc comme ça. Et il fonce à l'accueil de l'hôtel pour dire putain il y a un mec qui a accès à ma chambre, c'est quoi ce bordel? Il leur dit qu'à son avis c'est probablement l'ancien locataire de cette chambre là et qu'ils ont oublié de rendre inefficace sa carte, tu sais c'est un système magnétique que tu pilotes par ordinateur. Que tu pilotes. Je suis vieux, c'est bon, c'est officiel. L'hôtel, ça leur paraît bizarre quand même, c'est pas un truc que t'oublies, c'est limite le premier truc que tu fais quand quelqu'un fait le check-out en partant de l'hôtel. Alors il se met à décrire l'homme, il lui dit voilà, il est grand, il est fin, il a des cheveux courts. Et la meuf de l'accueil dit à Manu de regarder derrière lui parce que le mec était juste là en fait. Donc tout le monde fait un petit rire nerveux et réinitialise les cartes comme ça, il y a que la chambre de Manu qui ouvre la chambre de Manu et c'est très bien comme ça. Et l'histoire finit bien. Pour le moment on est bien. On est bien, je vous dis vous allez dormir cette nuit, faites-moi confiance. Manu nous dit aussi qu'il y a un deuxième truc bizarre qui lui est arrivé dans la journée, il a perdu un t-shirt. Voilà, ça le fait chier. Il nous met une petite photo du t-shirt. C'est pas si terrible qu'il ait perdu vu le t-shirt, mais ça c'est les goûts vestimentaires, c'est autre chose. C'est l'après-midi, Manu descend pour manger et là, il voit le fameux mec qui était entré dans sa chambre à quelques tables de lui au réfectoire. Au réfectoire. Au self. Je suis bloqué au lycée, c'est fou. Pour que ce soit bien compréhensible et plus simple à raconter, on va l'appeler Martin, cet homme. En passant devant Martin, Martin le salue et s'excuse devant lui, et cette fois il parle clairement, avec chaque mot parfaitement dans l'ordre, contrairement à dans la chambre. En gros, il s'excuse d'être allé dans la mauvaise chambre, il s'est trompé, il est dans une autre chambre et ça lui fait chier d'avoir fait peur à notre ami Manu. Donc il s'excuse. C'est un homme gentil. Et le mec il arrête pas de dire à Manu t'inquiète tout va bien avec un petit sourire bizarre sur son visage. Il en fait des caisses le gars et ce petit sourire ça met vraiment mal à l'aise Manu. Il avait limite plus peur à ce moment là que quand le mec est rentré dans sa chambre. Manu prend ses couilles à deux mains et prend une photo de lui de loin et le gars ressemble à ça. Ouais là y'a rien qui fait peur, c'est un mec quoi. C'est vraiment un mec qui a les cheveux courts et qui est en vacances. Manu il passe la matinée sur la plage et en rentrant dans sa chambre il trouve par terre un petit crayon de papier qui apparemment est un peu usé, c'est à dire qu'on a écrit avec. Alors il se dit que c'est sûrement quelqu'un de l'hôtel qui est venu changer les draps et qui a fait tomber ça sans faire exprès. Mais après ce qui s'est passé la veille avec notre ami Martin, il se chie un peu dessus Manu. Manu décide alors d'aller marcher et il donne pas de nouvelles avant le soir où il nous dit qu'il marchait sur la plage et qu'il a décidé d'aller sur un ponton où il y a toujours plein de gens qui prennent des photos. Il décide d'aller au bout du ponton et en regardant derrière lui, qu'est-ce qu'il voit? Des gens parmi lesquels se trouve Martin. On voit pas clairement à cause du contre-jour, mais Manu nous dit qu'il est certain que c'était Martin avec un autre homme qui était en train de l'observer. C'est glauque. Il décide alors d'aller les voir et au moment où il se met à marcher vers eux, ils font demi-tour et ils partent. Ce qui lui fait le plus peur, c'est que l'homme qui accompagnait Martin, il portait le t-shirt que Manu a perdu la veille. Et n'avait donc aucun style puisque ce t-shirt est dégueulasse. Il revient et nous donne des nouvelles en nous disant que il trouve qu'il a un peu paniqué, que ça se trouve Martin c'était pas du tout l'un des deux mecs qui était sur le pont, que l'autre c'était juste un hasard qu'il ait le même t-shirt. Bref, il rationalise le truc parce que ça fait 4 jours qu'il lui est rien arrivé, donc il commence à être un peu en confiance. Il décide alors d'aller se détendre en nageant à la plage et à son retour, il nous dit qu'il s'est passé un truc. Il dit qu'en sortant de l'eau, il est tombé sur un mec qui portait le même t-shirt que celui qu'il a perdu. Et il a l'impression de reconnaître cette personne puisqu'il pense que c'est celle qui accompagnait Martin sur le ponton. Il décide alors de le prendre en photo à 2 reprises. Il finit de manger, il paye, il quitte le bar. Manu prend vraiment en filature notre ami inconnu. Il le suit jusqu'au supermarché dans lequel il se rend. Et là, Manu pète un câble, il prend une vidéo du mec et il se trouve que le mec a exactement la même gueule que Manu. Pour nous aider, Manu il met une photo de lui juste derrière. Et effectivement, c'est troublant, il se ressemble énormément. Il perd sa trace en sortant du supermarché et il est vraiment choqué le Manu parce que la zone elle est toute petite. Il y a genre un bar, un restaurant, l'hôtel, la plage et il y a pas grand chose à faire à côté. Il nous dit que ce mec là sa journée c'était aller à la plage. Juste derrière on l'a vu, il a commandé un burger et un soda et juste derrière il est allé acheter de l'eau à un supermarché. Et ce qui a énormément stressé Manu, c'est que c'est exactement ce que Manu a fait le premier jour où il est arrivé là, dans le même ordre. Manu rentre à l'hôtel et il y a cette histoire de crayon de papier qui le stresse. Il a retrouvé ça au milieu de sa salle de bain, il sait toujours pas ce que ça foutait là, qui l'a mis là. Alors Manu il se met à chercher où le gars aurait pu écrire et il trouve alors, sur du PQ, oui c'est drôle, sauf que Manu il rigole pas trop parce que ça montre qu'il y a vraiment quelqu'un qui est venu dans sa chambre et qui a marqué un putain de truc. Et Manu dit un truc très vrai, il dit si quelqu'un voulait me dire quelque chose et qu'il voulait qu'il y ait que moi qui le lise, y a aucun meilleur endroit que marquer ça dans le rouleau de PQ. Mais c'est vrai. Alors Manu déroule complètement le rouleau au cas où et s'aperçoit qu'il y a des mots marqués sur chaque feuille. Il place les mots dans un ordre qui veut dire à peu près quelque chose selon lui, mais il demande de l'aide aux gens parce que c'est bizarre. Ça lui rappelle la manière dont le gars qui est venu dans sa chambre lui a parlé. Alors sa communauté l'aide à résoudre ce putain de mystère du PQ. Et même s'il y a des mots qui peuvent être changés et ça garde du sens, globalement la phrase
phrase, c'est ça. Tu es en danger, il n'y a plus aucun espoir pour moi, mais tu peux encore te sauver. Va dans l'autre chambre et ne la quitte plus, ce n'est pas une blague. Putain, le coup de pression, sa mère! Le message, c'est vraiment un putain d'avertissement. Alors, ça le stresse parce que dans le meilleur des cas, c'est une prank très élaborée d'un mec. Et c'est très traumatisant de se dire, putain, quelqu'un est entré dans ma chambre et a écrit ça pour me faire peur, me faire un canular. Ou alors, c'est vraiment quelqu'un qui veut m'avertir d'un truc et c'est encore pire. Donc, notre Manu, là, il est en PLS, vraiment. Manu, ce malheur, a pensé qu'il y a deux Martin. Pourquoi il pense ça alors que c'est la même personne physiquement? Parce qu'elle parlait tellement différemment quand il l'a vu dans sa chambre par rapport à quand il l'a vu au breakfast qu'il est convaincu que c'est pas la même personne. Sa chambre étant 328, il se dit que la seule autre chambre qu'on peut faire avec les numéros 3, 2 et 8, ce serait la chambre 238. C'est la seule possibilité puisque dans l'hôtel il n'y a pas de chambre 800 et quelques. Manu prend alors son courage à deux mains, il décide d'appeler cette chambre et une femme décroche et parle en allemand. Hallo? Et il pense alors que c'est une fausse piste et que ça doit être une autre chambre dont le message parlait. Manuel va se coucher, le lendemain matin il va se balader, l'après-midi il reste dans sa chambre se reposer, repenser à tout ça, ça le stresse beaucoup. Il nous explique que sa chambre a vue sur l'une des deux piscines de l'hôtel et il dit un truc flippant, il dit qu'il est convaincu d'avoir vu l'autre Manuel l'observer depuis la piscine. Ce qu'il appelle l'autre Manuel, c'est le mec qu'il a suivi jusqu'au supermarché plus tôt auparavant et qui lui ressemble énormément. Il décide de prendre une vidéo pour nous montrer ça et il prend soin d'éteindre la lumière de sa chambre avant pour pas que l'autre Manuel le voie. C'est flippant! Manu se précipite sur son téléphone et décide d'appeler l'accueil de l'hôtel pour les prévenir qu'il y a un mec qui l'espionne depuis la piscine et que ça l'inquiète beaucoup. Après avoir passé le coup de fil, il retourne à sa fenêtre et là, l'autre Manu a disparu. Il est plus devant la piscine. Et quelques minutes plus tard, l'accueil de l'hôtel le rappelle. Il lui explique qu'ils ont envoyé quelqu'un pour aller voir et qu'il y avait personne à côté de la piscine et qu'il a sûrement fait erreur. Manu là, il est révolté et décide d'aller leur montrer la vidéo qu'il a prise pour leur prouver qu'il y avait bien quelqu'un devant la piscine et que c'est flippant et que c'est pas normal. Malheureusement pour lui, ça inquiète pas les mecs de l'accueil qui lui disent que c'est sûrement le mec qui s'occupe de la piscine ou quelqu'un de l'hôtel qui juste se baladait. Bref, ils le prennent pas du tout au sérieux et Manu ça le rend ouf. À partir de là, il n'y a pas de retour en arrière possible pour Manu. Peu importe si c'est une blague ou si c'est réel, il a juste envie de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce qui lui arrive, ça le rend dingue. Et c'est normal, et nous-mêmes si on était victimes de trucs comme ça, on aurait envie d'élucider le mystère parce que ça rend ouf. Son hôtel se trouve à une extrémité de la route. Manu a marché jusqu'au bout de cette route et à l'extrémité de la route se trouve un hôtel très similaire au sien qu'il prend en photo aussi et effectivement, c'est carrément la même chose mais à l'envers. C'est comme si chaque hôtel était le reflet de l'autre. On se croirait dans Stranger Things, bordel. En arrivant à l'accueil de l'hôtel, il tombe sur une femme qui lui parle un petit peu de la même manière dont Martin lui parlait dans le réfectoire. Manu lui demande alors si elle est au courant de l'existence de l'hôtel qui est très similaire au sien de l'autre côté de la route et si c'est une chaîne, si les hôtels sont reliés en fait. La meuf esquive vraiment le sujet et elle lui dit juste t'en fais pas, tout va bien, zen, on est en vacances. Manu ça le fait flipper et il décide de rentrer à son hôtel et de demander à l'accueil s'ils sont au courant qu'il y a un autre hôtel de l'autre côté de la route avec une meuf qui est un peu bizarre à l'accueil. Les gens de l'accueil lui répondent qu'ils ont aucune idée de la possible existence d'un autre hôtel qui ressemble en plus à celui-là de l'autre côté de la route. Là Manu il se dit attends c'est à 3 km, il devrait totalement savoir s'il y a un autre hôtel. Alors il monte dans sa chambre, il réfléchit et là il se dit putain mais si le message qui me dit d'aller dans l'autre chambre et d'y rester parlait de la chambre 328 de cet autre hôtel de l'autre côté de la route. Il a une sorte de déclic le Manu. Il se pose au bar de son hôtel et réfléchit et il se dit qu'il va juste y aller tranquillement, toquer, attendre que quelqu'un réponde et demander des explications à cette personne sur ce qui est en train de lui arriver. Il y va en tremblant, il appréhende vraiment ce qui va se passer. Il arrive devant l'hôtel et il décide de rentrer. Il passe l'accueil et il se rend compte que tout est exactement comme dans son hôtel à lui, sauf que tout est inversé. Par exemple, pour rejoindre les chambres, il faut forcément passer devant la piscine. Et là, la piscine est sur sa gauche quand il passe devant. Alors que dans son hôtel à lui, elle est sur sa droite. Il prend l'ascenseur, il arrive à l'étage et il nous dit que normalement, pour aller à sa chambre, il prend à gauche. Sauf que là, à gauche, c'est un cul-de-sac et il doit aller à droite. Tout est inversé par rapport à son hôtel et il se dit putain, qu'est-ce qui se passe ici, bordel? Ce soir-là, Manu, il publie une dernière vidéo de quand il s'approche de la chambre 328 de cet autre hôtel. Et ce qui se passe est très bizarre. Hein? Mais mec, il est où le moment où t'as toqué, où t'as attendu quelqu'un ouvre? T'as complètement paniqué là. Une heure plus tard, Manu est de retour à son hôtel et il nous dit bon, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Oui, je sais, j'ai pété un câble en arrivant devant la chambre, je sais pas ce que j'ai foutu, mais j'ai juste testé la carte, j'avais une obsession avec ça et ça a marché, la porte s'est ouverte, alors il est rentré dans l'appart. Il nous explique que au moment où la vidéo coupe, il s'est avancé et il tombe face à l'autre Manuel, le mec qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. L'autre Manuel le regarde d'un air énervé, commence à avancer vers le vrai Manuel et le vrai Manuel part en courant parce qu'il se chie dessus ses grands morts. Là, il réalise que c'est chaud, que ça va trop loin, il change.
je vais faire un arrêt cardiaque dans cette vidéo. Mais mon gars, je suis en sueur là. Je vous raconte un truc terrifiant. Tout seul dans les bureaux parce qu'il est 21h, il y a plus personne. Et il y a un putain d'orage hyper vénère dehors. Et il pleut à torrent. Putain, je vais ouvrir la porte, il y aura Squeezie 2 qui sera derrière, c'est sûr. Oh, finissons-en, bordel. Il se dit, ok, c'est mort, je reste pas ici plus longtemps. Il avance son retour. Le lendemain, Manu, il va à l'aéroport et la personne à l'accueil de l'aéroport lui dit, bah vous êtes seul parce que vous avez réservé pour 2. Alors qu'il a réservé tout seul, il a pris qu'un billet. Alors Manu, il comprend pas, il est confus et au final, il peut prendre l'avion et rentre dans l'avion. Et il rentre chez lui. Wouh, c'est fini, yes. Et Squeezie peut rentrer chez lui aussi car c'est la fin. Hélas, non. Et ce qui suit est encore pire. En arrivant chez lui, le portier lui dit, putain, vous êtes rentré beaucoup plus tôt que prévu, alors vous avez fait vite. Et Manu comprend pas puisque ça fait une semaine qu'il est parti. Alors il lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes, ça fait 7 jours. Et le portier lui répond, bah non mec, t'es parti il y a vraiment quelques minutes. Et en plus de ça, tu m'as laissé un petit paquet à te donner quand tu reviendrais. Alors tiens, je te le donne. La Manu, il comprend rien. Il prend le paquet qui est pour lui, il monte dans son appartement et il pose ses affaires. Il décide d'ouvrir le paquet et il découvre juste son profil Twitter imprimé. Et en retournant la feuille, il y a un message qui est marqué et qui dit, arrête d'écrire tout ça, ça se termine ce soir. Tout va bien. Il se chie dessus, alors il décide d'aller acheter à manger. Il retourne chez lui et là, en regardant par la fenêtre, qu'est-ce qu'il voit? Bah, la vidéo sera plus explicite que mes mots. Manu le faux qui le fixe. Oui, je l'ai appelé Manu le faux parce que c'est le faux Manu. Là, Manu, il va voir la police, il leur explique, il leur montre la vidéo du mec qui le fixe par la fenêtre. Il leur montre aussi les vidéos qu'il a prises à l'hôtel. Il dit, regardez, il y a un mec qui me suit, il me ressemble comme 2 gouttes d'eau, ça va pas, on dirait mon putain de clone, c'est flippant. La police le regarde bizarre, le croit pas du tout. Alors il décide de rentrer chez lui. En rentrant chez lui, sa poignée, elle a changé. C'est une porte qui s'ouvre avec une clé et Manu, il dit, putain, j'ai le souvenir de l'ouvrir avec une carte d'hôtel, mais c'est impossible. Parce qu'avant d'aller voir les policiers, j'étais chez moi et en rentrant chez moi, j'ai dû ouvrir la porte. Mais j'ai pas la carte de l'hôtel, elle est restée à l'hôtel là-bas en vacances. Alors comment j'ai fait pour l'ouvrir en rentrant la première fois? Il commence à péter un câble con de Manu, putain. Il se décide à retourner à l'hôtel en vacances parce qu'il se dit qu'il va rien résoudre chez lui et que le truc le suit et il en peut plus. Alors il réserve un vol le lendemain pour repartir à cet autre hôtel. Et en voulant partir, il arrive plus à trouver sa porte d'entrée. Il se met à chercher sa porte d'entrée chez lui, il la trouve plus, il peut plus sortir de là. Et il ressent un truc bizarre, c'est comme si tout était plus grand mais plus petit à la fois. C'est le même endroit mais tout n'est plus au même endroit par rapport à avant. D'un coup, il trouve enfin une fenêtre, il regarde par la fenêtre et il voit la piscine de l'hôtel. Alors qu'il est chez lui, il est rentré chez lui. Il décide de tweeter une photo de ça pour nous prouver qu'il y a un truc qui va pas. Sauf que sur la photo, nous on voit juste sa rue, on voit pas du tout la piscine. Là, Manu dit qu'il entend quelqu'un chez lui, il pense qu'il est pas tout seul. Il réussit à se réfugier dans une salle de bain. Mais elle ressemble pas à sa salle de bain, c'est un autre endroit. C'est un mélange entre la salle de bain de la chambre de l'hôtel et sa salle de bain à lui. Le faux Manuel ouvre la porte de la salle de bain, regarde Manuel qui est au sol, sans bouger. Il comprend pas ce que l'autre Manuel veut, il bouge plus. Et il réalise qu'il y a aucune solution à son problème, que il va y passer, mais que peut-être il peut prévenir le prochain locataire de cette chambre d'hôtel. Alors il décide de sortir son stylo et de trouver un endroit où marquer un message d'avertissement que seul le prochain locataire pourra lire. Et il trouve où il pourrait marquer ce message. L'histoire recommence encore et encore. Et là il écrit un message avec la même manière dont s'exprimait le mec qui était rentré dans la chambre de Manu pour la première fois. Les mots sont pas dans le bon ordre, c'est bizarre. Merci pour tout. J'aurais aimé ne jamais me rendre à cet hôtel. Si seulement j'avais écouté avant le message de peut-être que j'aurais été sauvé. Fin. Wow! Petit débrief pour ceux qui n'ont pas trop réussi à suivre, qui n'ont pas trop compris, ou peut-être parce que j'ai mal expliqué, je sais pas. Cette histoire elle est dure à raconter parce que là on parle pas juste de preuves qu'il y a un esprit qui te hante, ce qui est assez classique, hein, Paranormal Activity, Conjuring, tout ça. On connaît ces histoires-là d'esprit, de possession démoniaque. Là c'est différent en fait, c'est comme si un mec, c'est un peu relié à Stranger Things, c'est comme si un mec s'était retrouvé bloqué entre plusieurs dimensions. Vous savez, il y a plusieurs dimensions, plusieurs réalités, c'est-à-dire, je vous l'avais déjà dit en plus dans une vidéo, je crois, théorie du complot. Par exemple, dans une autre réalité, je suis boulanger, dans une autre réalité, vous êtes agriculteur. Du coup, on suppose simplement que Manu est resté bloqué entre deux réalités. C'est pour ça que l'espace arrête pas de bouger autour de lui. Et que cet autre Manu qu'il a aperçu prendre sa glace, aller faire les courses, et ben c'était juste lui le premier jour en fait. Et l'histoire se répète en boucle. Manu arrête pas d'apercevoir Manu. Ah, c'est génial, vrai, je vais pas tout vous expliquer, je vous laisse débattre sur ça dans les commentaires. Mais comme ça, on n'a pas dormi pendant des jours après avoir vu ma vidéo. Quelle faiblesse! Les amis, je suis récemment tombé sur un nouveau thread horrifique. Et cette fois, ce qui est flippant, c'est que ça pourrait tellement nous arriver à tous, c'est horrible! Est-ce que vous êtes prêts à ne pas dormir? Moi oui! Alors on y va! Aujourd'hui, on va parler de ce qui est arrivé à Ryan, alias Lust for Love sur Twitter. En août dernier, décidément c'est là où toutes les histoires d'horreur commencent apparemment. Le mois d'août, ne sortez pas de chez vous. Ryan s'est vu demander par son voisin de garder son chien pour la modique somme de 40$ par jour. Ce qui est carrément cool. Vraiment? Il décide de partager la nouvelle à sa communauté en disant: putain, ma voisine m'a demandé de garder son chien la semaine prochaine, elle m'a dit qu'elle me donnerait 40$ par jour et je dois le garder 5 jours. 3 jours plus tard, Ryan nous dit qu'il a rendu visite à sa voisine et que il a des trucs à nous dire. Premièrement, quand il est arrivé dans la maison de sa voisine, il faisait complètement noir. Alors qu'il était 19h et en plein mois d'août, il fait pas nuit du tout à 19h. Et quand il dit qu'il faisait complètement noir, c'est qu'il faisait complètement noir, on voyait que dalle dans la baraque. Apparemment, cette dame, elle a 40 ans et elle vit seule dans une maison
immense. Ryan nous indique qu'il a pas de problème avec ça, qu'il juge pas, mais c'est toujours effrayant de voir quelqu'un qui vit seul dans un endroit 10 fois trop grand pour lui. Non pas qu'on est jaloux ou quoi, mais on se dit putain, il vit seul là-dedans, ça lui fout pas le cafard. Ou alors ça se trouve il était pas seul et sa famille est morte. Il nous dit ensuite qu'il était un peu en flip parce qu'elle parlait d'une manière bizarre et dès qu'elle parlait, elle avait besoin de toucher des parties de son corps à Ryan. Très bizarre, très tactile la dame. Ryan nous cache pas qu'il passe un très mauvais moment quand il la rencontre, mais il se dit bah les couilles, c'est que pour 5 jours et je vais me faire de l'argent. Allez, on y va. La dame finit donc enfin par l'amener dans une pièce sombre dans laquelle se trouve le chien dans une petite cage. La dame lui dit alors de le garder dans la cage quand il s'en occupe et de le laisser sortir uniquement quand il a besoin de faire pipi. Et il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Un chien, il est pas fait pour être en cage dans une pièce sombre et humide. Tu le laisses gambader dans ton jardin, tu sais pas, un chien c'est un être vivant comme nous, il a besoin de kiffer sa vie un peu. Ouais, je passe un message, ouais, ok. Alors il continue de parler et la dame lui dit qu'elle a déjà dû faire appel à des gens pour s'occuper de son chien, mais que certains d'entre eux l'ont empoisonné et elle a donc dû s'occuper de leur cas. Des gens qui ont empoisonné son chien. Qu'est-ce que tu veux dire par là? À ce moment-là, Ryan se dit qu'il va laisser le boulot à quelqu'un d'autre, que c'est beaucoup trop glauque, beaucoup trop bizarre l'ambiance dans cette maison, comment elle est cette dame. Et puis au final, il pense à l'argent. Il se dit franchement, il y en a que pour 5 jours. Je vais m'occuper d'un chien qu'elle traite probablement comme une merde. Une fois le boulot terminé, je la reverrai plus jamais de ma vie. Bah les couilles, allez j'y vais. Ryan rentre chez lui, on est le 15 août et il commence à garder le chien le 16 août. Donc le lendemain. Et il nous fait une petite blague et nous dit de pas nous inquiéter, qu'il réussira à trouver où elle cache les cadavres des gens qu'elle a tués. Bonne blague Ryan, bonne blague. Attends donc de passer la nuit seul dans cette maison. Nous sommes le 16 août, Ryan va chez sa voisine. Et il nous met ensuite une petite vidéo de lui qui marche dans la maison. Et effectivement, cette putain de maison, elle fout le cafard, mec. Quel cauchemar, putain. On croirait la maison dans Resident Evil 7, tu sais, où il se retrouve au milieu d'une famille glauque, quoi. Je suis sûr, c'est cette maison-là, en fait, qu'il y a dans le jeu. On va pas se mytho, c'est aussi la manière dont c'est filmé. Il est avec son téléphone en mode flash, ça rend tout glauque. Bref, il fait un petit tour dans les chambres, voir s'il y a personne. Il prend des petites photos pour nous montrer. Mais il met une vidéo d'un truc qui retient quand même son attention, parce que c'est extrêmement glauque. Mec, pourquoi il y a une poupée assise sur une chaise qui regarde le lit? C'est probablement la même chaise d'ailleurs que celle où David s'assoit la nuit quand... Tout est glauque, regarde le matelas gros. Y a pas de drap dessus, c'est 2 matelas empilés. Même l'horloge et le tableau ils sont posés par terre sur la moquette, ils sont plus accrochés au mur mec, c'est trop bizarre. À ce moment là, tout le monde dit à Ryan de se barrer. Y a même une meuf qui dit tu peux vivre même sans les $200 mais tu ne peux pas vivre si tu n'es plus en vie. Cours. Elle a raison. Ryan continue de faire un petit tour de la maison, c'est normal, il va y dormir pendant 4 jours, il a plutôt intérêt à être au courant de ce qu'il y a dedans. Il nous dit que toutes les pièces de la maison sont ouvertes sauf une seule dont il n'a pas la clé. Selon lui, cette pièce mène au sous-sol. Sous-sol dans lequel se trouvent peut-être les gens que cette dame a tués, je sais pas. Ryan remarque aussi quelque chose d'autre, c'est que depuis qu'il est arrivé dans la maison, il y a un vieux poste radio qui fait du bruit, qui grésille. Comme si vous savez, elle l'avait mis entre 2 stations, donc il y a pas de musique, ça fait juste du bruit. C'est juste flippant gratuitement. Ryan prend une autre photo d'une des bibliothèques de la maison dans laquelle se trouvent beaucoup de livres de républicains extrémistes blancs. Ryan se dit que c'est bien le genre de personne qui serait capable de commettre des meurtres. Ryan nous envoie ensuite une vidéo dans laquelle il pense avoir entendu un bruit venant de derrière une porte. À vous d'en juger. Clairement là il faut partir en courant. Il faut arrêter de faire comme dans les films d'horreur là quand le perso principal il entend du bruit. On sait clairement que c'est un esprit qui veut lui couper la tête, mais il y va quand même, on sait jamais. Mais part en courant. Putain ça m'énerve ça. Quelqu'un lui répond en disant n'ouvre pas la porte tant que tu n'es pas absolument certain que c'est une personne réelle derrière et pas un esprit. Et un autre mec lui dit mais ils traversent les murs les esprits putain. Je trouve ça drôle. Désolé, ça me fait du bien. Ça me fait décompresser là de cette histoire de merde encore d'horreur là. Ryan nous dit ensuite que l'un de ses followers a remarqué un truc bizarre avec la poupée sur la vidéo qu'il a mise. Alors il décide de retourner pour checker de ses propres yeux. Ryan poste alors une vidéo en disant qu'il était en chemin pour la pièce où il y a la putain de poupée de ses morts. Et il a entendu un bruit venir du plafond, plus précisément venir de la ventilation. Mais arrête, fuis gros. Et le chien dans l'histoire gros. T'es là pour t'occuper du chien mec, t'es même pas avec lui. Non mais c'est vrai ou pas? Ryan nous dit qu'il a une nouvelle fois entendu un bruit venir de la porte d'entrée de la maison. Et il décide de prendre une vidéo à travers l'œil de la porte pour nous prouver qu'il y a bien personne devant la putain de maison. Putain, je deviens parano avec ces vidéos là. Le chien a envie d'aller dehors pour faire ses besoins, mais Ryan nous dit qu'il a trop peur d'ouvrir n'importe quelle porte de la maison, y compris la porte d'entrée, donc ça va attendre. On peut clairement le comprendre, on ferait la même dans sa situation, mec. Franchement, le chien, je le mets dans l'évier ou au-dessus des toilettes, tu vas te démerder, tu vas apprendre à faire pipi comme un humain pendant 5 jours. Voilà, après je me casse, c'est bon. Non, vraiment, c'est chaud. Ryan fait alors une autre découverte. Il se trouve que sous l'un des lits dans une pièce, il y a des putains de clous. Oh, elle montait un meuble Ikea, elle a fait tomber quelques outils, elle a pas fait gaffe. J'espère. Ryan, pourquoi tu ne pars pas en courant? Mais explique-nous. Ah, tu n'as pas de jambes. Ah bah il fallait le dire. 18 minutes après, qui paraissent une éternité pour les gens qui suivaient le thread en direct, Ryan donne des nouvelles. Il dit qu'il est toujours vivant et que quelque chose est arrivé. Il dit qu'il a entendu quelque chose tomber par terre dans la pièce où se trouve la poupée. Il nous rappelle qu'il n'a touché à rien dans cette pièce, qu'il n'a bougé aucun objet. Il décide alors, plutôt que de rentrer chez sa mère en chialant en appelant la police, de retourner dans la pièce où il y a la poupée pour voir ce qui s'est passé. Vidéo.
Vous l'avez vu ou pas? Regardez bien par rapport à la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, un truc a changé. La tête de la poupée a bougé. Cette salope de poupée a bougé. C'est horrible. Un des followers de Ryan a une bonne idée en lui demandant de regarder dans les étagères où il y a des bouquins s'il y a un bouquin sur le paranormal. Peut-être que ça pourrait indiquer que la propriétaire de la maison, elle fait des trucs un peu bizarres, des rites ou on sait pas trop quoi. Et ça pourrait expliquer ces phénomènes, paranormaux ou pas, que pour l'instant Ryan n'arrive pas à expliquer lui-même. Et devinez quoi? Il en trouve un. Et il nous envoie une petite photo de ce bouquin. Ryan se rend compte qu'il est seulement minuit alors qu'il a l'impression que ça fait 6 heures qu'il est dans cette putain de maison. Il dit alors qu'il veut pas être comme la fille qui meurt dans tous les films d'horreur, mais il demande aux gens s'il doit rester ou pas pendant l'heure la plus flippante qui est de minuit à 1h du mat. Il se met alors à revoir des tas de messages de gens qui lui disent mec, prends tes clics et tes claques, le chien, et fuis. Et certains de ces messages le font vraiment flipper, notamment un mec qui lui indique s'y connaître pas mal en tout ce qui est sorcellerie et paranormal, et que mettre des clous sous son espace de vie intime peut vouloir dire plusieurs choses. Soit que la personne essaye de repousser quelque chose de sérieux et d'agressif, ou alors qu'il y a des zones maudites dans la maison. Ryan décide alors de se barrer de la maison. On ne sait pas s'il a pris chien ou pas, on ne sait pas si tout ça est vrai, mais putain ce que c'est flippant. Les amis, n'hésitez pas à aimer cette vidéo si vous voulez dormir. Je suis un escroc. Je trouve ce thread génial parce que ça peut tellement nous arriver de les jobs d'été où tu dois garder un enfant, tu dois garder un chien, bref tu dois aller dans un autre endroit, une autre maison, et tu découvres les lieux, et tu découvres avec les lieux des trucs qui sont un peu bizarres, qui font que t'es pas très serein quand même. Et puis tout part en vrille, et en plus à cela s'ajoute la paranoïa, et c'est terrible quoi. Dans ces situations tu deviens parano de fou mec. T'as plus aucune objectivité, pour toi tout te veut du mal et tout est vilain. J'espère que ça vous aura plu, c'est un peu différent des deux threads qu'on avait déjà fait, mais j'aime bien varier un petit peu les plaisirs si je puis dire. Dans celui-là ce que j'aime bien c'est qu'on n'a pas la fin, le mec est pas allé jusqu'au bout, il est pas resté, et c'est cool. Il a pas été le personnage héroïque d'un film d'horreur qui est con et qui meurt. Ça fait plaisir, on peut être que content. Chers amis, il est temps de se faire une petite frayeur, d'avoir un petit peu peur, il est vrai. J'espère que vous passez tous d'excellentes nuits malgré ces vidéos threads d'horreur. Comment on dit en japonais? Bah oui, quitte à faire plein de vidéos qui sont pareilles, autant apprendre des mots. Voilà, vous saurez. Les amis, aujourd'hui on va parler d'un qui est vraiment révolutionnaire. Alors il est très vieux celui-là, mais mec, il m'avait choqué sa mère quand il est sorti. En fait, pour ceux qui se demandent, j'ai eu une période où j'étais fasciné par le paranormal. Ça me fascinait. Je prenais tout, mais sans esprit critique. Tout ce qu'on disait, je croyais, je faisais ouais, un fantôme, ouais. Il a fait voler ton bol à travers la pièce, ouais. J'étais vraiment crédule, comme on dit. Mais aujourd'hui, c'est fini. Regardez la preuve. Le mec refuse d'évoluer sur ça. C'est incroyable. Il s'agit d'un thread, non pas sur Twitter, mais sur Reddit. Pour ceux qui connaissent pas Reddit, c'est un site extrêmement cool. On peut parler de trucs qu'on aime, on peut voter pour ce qui est le mieux. Enfin bref, pire résumé de Reddit, mais yes, vous allez là-dessus et ça marche bien aussi. Alors j'espère que tout le monde n'a pas suivi ce truc là à l'époque, sinon la vidéo sert à rien, ou au pire on va le revivre ensemble. Moi là je viens de le relire et je l'ai revécu, le truc vraiment comme la première fois que je l'ai lu, c'est génial. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un type qui s'appelle Nathan et qui a publié il y a 3 ans un gros thread sur Reddit. Nathan commence son thread en disant qu'il vient de recevoir un autre message, on sait pas de quoi il parle, que ce message là est pire que les autres et que là il a besoin de catalyser tout ça dans un thread. Mais de quoi parle-t-il? Nathan nous explique que sa copine est morte le 7 août 2012 dans un accident de voiture alors qu'elle revenait du travail. Plus précisément, il y a une voiture qui a grillé un feu rouge à un carrefour et qui est rentrée dans la voiture de sa copine, et sa copine est décédée dans les minutes qui ont suivi l'accident. C'est tragique. Nathan nous dit qu'au moment de l'accident, ça faisait presque 5 ans qu'ils étaient ensemble, que lui il pensait à se marier avec elle, mais elle était pas très chaude, c'était pas trop son délire. Mais Nathan nous dit que si le mariage c'était son délire, il l'aurait épousée au bout de 3 mois de relation, il était fou amoureux d'elle. Nathan prend le temps de nous dire que c'était une fille géniale, qu'elle aimait toucher à tout, qu'elle adorait aussi bien le camping que la technologie, qu'elle a toujours senti la cannelle. Il donne plein de détails comme ça, mais en fait il nous dit qu'il a besoin de nous décrire la personne formidable qu'elle était avant de décrire autre chose de beaucoup plus bizarre et étrange. Et ça aura son importance plus tard, donc écoutez bien. 4 septembre 2013, c'est là où le cauchemar commence pour Nathan. Nathan a pris soin de laisser le compte d'Emily ouvert, comme si elle était encore vivante, pour pouvoir se balader dans ses albums, aller écrire un petit message sur son mur, bref, tout ce qui peut lui rappeler sa bien-aimée et lui faire du bien. Voilà, chacun sa manière de faire son deuil et d'essayer d'aller mieux, on le jugera pas. Je sais pas si j'ai dit, mais sa copine elle s'appelait Emily. Voilà, si jamais, je suis une merde. Nathan nous dit qu'il avait donné le mot de passe du compte Facebook de Emily à la maman d'Emily qui s'appelle Suzanne. Il précise qu'elle va zéro sur l'ordi, elle a dû passer 3 minutes sur Facebook sans rien comprendre à ce qui se passait. Mais bon voilà, si jamais elle avait besoin de faire comme Nathan et d'aller voir ses photos, ses messages, tout ça, elle pouvait le faire. Alors qu'est-ce qui s'est passé le 4 putain de septembre 2013, Lucas? Eh ben Emily, elle a envoyé un message à Nathan. Eh oui, c'est pas terrifiant mec. On voit un morceau de conversation au-dessus. Ça c'est des messages qu'il lui a envoyés juste quand il avait le besoin de lui parler, comme si elle était encore là. Et là Emily répond bonjour. Oh putain. Ce à quoi Nathan répond, Suzanne, vous êtes sur le compte d'Emily. Il a filé les comptes à Suzanne, la maman d'Emily. Il se dit que c'est sûrement elle et qu'elle a oublié de se déco et de se reco sur son compte, elle connaît pas trop la technologie. Et il a raison, il rationalise, il a raison. Mais ce qui se passe, c'est que c'est peut-être vraiment Emily. Ok, on continue. Ah là, je sais que là, vous commencez à vous dire, oh, ça commence à être intéressant cette histoire. Nathan se précipite alors sur son téléphone pour appeler Suzanne et lui demander si c'est elle qui s'est connectée au compte de sa fille. Et Suzanne lui dit qu'elle ne s'y est pas connectée depuis la semaine où sa fille est décédée. C'est chaud, mec. Nathan se dit alors qu'Emily connaissait beaucoup de monde et que c'est sûrement l'un de ses pseudo-amis qui connaît un peu le
le game de la technologie et qui a récupéré son mot de passe, qui veut juste le baiser de la pire façon et lui faire du mal pour rien. Le 16 novembre, donc 2 mois après le premier message, Emily lui envoie un nouveau message. Allons se balader sur le sentier ce dimanche. Nathan a pris soin de flouter le sentier en question pour pas que les gens y aillent ou qu'ils retrouvent vers où ils habitent. Bref, il a raison, il se protège. Et en voyant ça, Nathan il remarque un truc, c'est que c'est des messages que Emily a vraiment envoyés de son vivant des mois auparavant. Il se rend compte qu'en gros, l'usurpateur d'identité qui est sur ce putain de compte, il s'amuse à remonter la conversation et à remettre des messages qu'elle a vraiment envoyés de son vivant à Nathan. C'est horrible. Nathan répond alors: bon bordel, t'es qui? Ce à quoi Emily répond: les roues du bus. Ce message est chelou, mais Nathan nous précise qu'en fait ça vient d'une discussion qu'il y a eu entre lui et Emily beaucoup plus tôt, quand ils étaient en train de planifier un road trip qui n'a jamais eu lieu parce qu'elle est décédée avant malheureusement, et en gros ils s'envoyaient des musiques à télécharger pour les mettre dans la voiture pendant le road trip. Nathan demande alors à la fausse Emily de dire qui c'est qui fait ça, et la personne en face ne répond pas pendant plusieurs mois. Vous imaginez, il y a quelqu'un, tous les 2 mois il t'envoie 1 ou 2 messages avec le compte d'une personne qui est décédée et que t'apprécies énormément, et tu sais pas qui c'est. 3 mois plus tard, en février 2014, Nathan il va sur Facebook et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que Emily s'est taguée sur des photos de lui. Et en arrivant sur la photo, il s'aperçoit que le tag est là où elle se trouvait quand elle était encore vivante et qu'ils étaient ensemble à l'appartement même. Donc c'est hyper glauque. Et là, Nathan, il se dit putain, qu'est-ce que c'est que cette merde là? Ça devient vraiment glauque. Là, on est plus sur une simple blague de quelqu'un qui se connecte sur le compte de la personne pour t'envoyer des messages, qui est déjà très chaud à faire quand même. Faut vraiment être taré. À partir de là, Nathan, il a une réaction très humaine. Il nous dit qu'il dort presque plus la nuit. Il est hyper en colère parce qu'il sait toujours pas qui fait ça et dans quel but, et ça le rend ouf parce que c'est abusé de faire ça. Ce truc là, ça a déclenché un autre problème, c'est que les amis d'Emily ont vu qu'elle se taguait sur des photos de Nathan. Une partie d'entre eux ont simplement pensé qu'il s'agissait d'un bug informatique, comme il y en a tout le temps sur tous les sites du monde, ça peut arriver. Mais le problème, c'est qu'une autre partie des amis ont pensé que c'était Nathan qui était en train de péter un câble, de tomber dans la folie et qui se connectait sur le compte de sa copine pour la taguer sur des photos de lui. Il a donc perdu des potes qui trouvaient ça horrible qu'il fasse ça alors qu'il a jamais fait ça. Mais c'est horrible, vous vous rendez compte? Déjà tu vis le truc, tu prends cher dans la gueule et en plus tu perds des potes qui te prennent pour un putain de psychopathe. C'est l'enfer. 1 mois plus tard, Emily continue à être taguée sur des photos de Nathan et Nathan décide d'envoyer un message à ce qui suppose être le hacker d'Emily. Dans son désespoir, il lui dit: mec, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu continues de la taguer? Voilà, pour faire réagir, lui montrer que c'est juste triste de faire ça et ça lui fait beaucoup de mal et c'est débile. 10 jours plus tard, Nathan reçoit de nouveaux messages. Elle lui envoie plusieurs bonjours parce qu'il répond pas au tac au tac. Nathan lui dit que c'est vraiment dévastateur, qu'il comprend pas pourquoi cette personne prend du plaisir à faire ça. Et là, Emily lui répond un truc un peu bizarre. Elle lui dit: OMG, des bougies parfumées à la cannelle. Et on se souvient ce que Nathan a dit au début, qu'elle sentait beaucoup la cannelle. Nathan, sous la colère, lui dit d'aller en enfer. Et Emily répond: pourquoi tu fais ça? Parallèlement à ça, Nathan il allait sur des forums techniques pour trouver comment traquer quelqu'un qui se connecte à un compte Facebook, le retrouver avec l'adresse IP. Il a même essayé de contacter Facebook. Bref, il cherchait un moyen de trouver qui était derrière ce putain de compte. Facebook lui a fait ses retours et en fait les connexions ont lieu sur son PC ou celui de Suzanne ou celui de son bureau. Bref, que des PC à lui en fait, où il y a que lui qui a accès, donc il comprend pas. Il reçoit une nouvelle vague de messages d'Emily. Il répond: je sais pas ce qui se passe, je sais pas pourquoi tu continues à faire ça, s'il te plaît arrête. Et c'est là où Emily va lui répondre un truc qui va définitivement faire flipper Nathan, où pour une fois il va commencer à se dire: putain, c'est bizarre, là on dirait vraiment que c'est Emily qui a le compte et pas un usurpateur. Emily va réutiliser les mots qu'il vient de dire: s'il te plaît arrête, je ne sais pas ce qui se passe, Nathan, je ne sais pas ce qui se passe. Comme si c'était pile les phrases qui manquaient à Emily pour pouvoir dire à Nathan qu'elle comprend pas ce qui se passe, ce qu'elle ressent là, c'est trop bizarre. Une semaine plus tard, Emily lui envoie les messages les plus flippants qu'elle ait pu lui envoyer dans cette conversation et ça me fout le cafard mon gars. À partir de là ça part en couille. Elle lui envoie aïe avec une étoile, donc probablement un message de Nathan ou d'Emily qui s'est corrigé. Puis -12, -15. Puis elle utilise une phrase que l'un des deux s'était envoyé auparavant comme d'habitude: mon pull est dans le sèche-linge et il fait très froid dehors. Vraiment froid dehors. Froid, Nathan, s'il te plaît arrête. Et là pour la première fois elle compose un mot avec des morceaux de mots et de phrases qu'il y a eu dans la conve et elle écrit freezing, ce qui veut dire glacial. Et puis elle rebalance la fameuse phrase que Nathan lui avait dit: je ne comprends pas ce qui se passe. Nathan nous dit qu'à partir de là il commence à faire des cauchemars parce que c'est un peu trop pour son petit cœur. Et il fait le même cauchemar en boucle. Il rêve qu'elle est dans une voiture bleue et grise gelée, que lui se trouve à l'extérieur de la voiture, qui frappe contre la vitre en lui disant: sors, rejoins-moi, et qu'elle le regarde même pas, elle l'entend pas, elle est keblo dans la voiture dans le froid. Et c'est horrible, voilà tout simplement. 2 semaines plus tard, Nathan se met une grosse caisse dans la gueule, il se bourre littéralement la gueule. Nathan lui envoie des messages, il lui dit: je suis vraiment bourré, tu me manques, peu importe qui se connecte sur ce compte, j'en ai rien à foutre. Je continue à rentrer du travail et à espérer te voir sur l'ordinateur. Est-ce que je devrais pas être habitué à ça maintenant? La réponse d'Emily à ça, c'est ce qui va pousser Nathan à transformer sa page en memoriam, c'est-à-dire son compte n'existe plus, c'est juste que des souvenirs. Il est plus possible d'envoyer des messages avec ce compte là, il y a plus, toutes les photos disparaissent il me semble. Bref, c'est ce qu'on fait quand une personne est décédée pour lui rendre hommage et tout le monde peut écrire un petit mot sur le mur. J'espère que vous avez jamais connu ça autour de vous, mais c'est possible de faire ça sur Facebook et au final c'est une bonne chose je trouve. Emily lui a tout simplement répondu: just let me walk, qui veut dire laisse-moi juste marcher. Pourquoi ça trouble profondément Nathan? C'est une phrase qu'elle lui avait déjà envoyée quand elle était encore vivante parce qu'il avait insisté pour la ramener chez un ami, sauf qu'elle voulait marcher donc elle lui avait dit laisse-moi juste marcher. Bref, pourquoi dans ce contexte là c'est glauque? C'est parce qu'en fait lors de l'accident de voiture
voiture, les jambes d'Emily ont été sectionnées en diagonale. Je vous épargne les détails, mais c'est horrible et c'est ce qui peut vraiment arriver en plus dans un accident de voiture, donc conduisez avec prudence. Qu'elle lui réponde laisse-moi juste marcher, c'est pas anodin pour lui, et là il vrille. Ça part en mémorium et malheureusement ça va être encore pire pour lui après. Pour qu'on comprenne ce qui se passe après, Nathan nous envoie un screen de la conversation le jour où Emily n'est pas rentrée à la maison parce qu'elle a eu son accident. Habituellement elle rentrait tous les jours du travail aux alentours de 16h et là à 17h30 elle était toujours pas rentrée, donc Nathan s'est dit qu'il allait lui envoyer des messages pour prendre des news. Il lui a demandé si elle était sur le chemin du retour, puis il lui a demandé de l'appeler quand elle verrait ce message. Il dit qu'il a appelé son taf et qu'ils lui ont dit qu'elle était partie à 16h, qu'il commence à paniquer, il la supplie de l'appeler. 2 heures après il a toujours pas de news, il lui dit réponds s'il te plaît à ton téléphone, mais au fond il comprend un peu ce qui s'est passé. 2 mois après le message disant qu'elle voulait marcher, elle lui renvoie des trucs et là elle utilise ce qu'il a dit dans la conversation le jour où elle est décédée, où elle rentrait pas du travail. Elle lui dit hey, tu es sur le chemin du retour? Emily, quand tu vois ce message, s'il te plaît appelle-moi tout de suite, s'il te plaît arrête, je commence à paniquer, s'il te plaît arrête, froid, je sais pas ce qui se passe, froid, gelé. Bordel de merde. Les dernières news qu'il a, c'est ce que je viens de vous dire, et c'est la veille du jour où il poste sur Reddit l'histoire. Alors les gens vont lui donner des tas de conseils, vont lui dire mec vraiment ça va faire 1 an que t'es dans cette merde, arrête, coupe tout, quitte Facebook, stop. Sauf que Nathan il a envie de comprendre qui est en face de lui, qui lui fait cette blague depuis 1 an, qui le hante en fait littéralement. 2 mois après le dernier message disant qu'elle voulait juste marcher, Nathan a transformé sa page Facebook en mémoriam et là il reçoit une notification Facebook. Alors Nathan il ouvre ce putain de message et il tombe sur une photo de lui sur son ordinateur prise de l'extérieur de sa maison. Là il faut appeler la police, hein, vraiment aucun doute. Et à partir de là, on n'a plus aucune nouvelle. Il a arrêté de raconter ce qui s'est passé. On sait pas ce que c'était. Ça se trouve, il a tout simplement arrêté d'ouvrir sa putain de page Facebook et de se faire du mal. Peut-être qu'il a fermé le compte Facebook d'Emily et le sien aussi et qu'il passe définitivement à autre chose. On sait pas comment ça se termine et c'est frustrant, bordel de merde. Mais d'un autre côté, on espère juste qu'il va mieux. Qui écrivait ces putains de messages avec le compte d'Emily? Est-ce que c'est Emily elle-même ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui est un petit malin qui est peut-être, je sais pas moi, le frère d'Emily qui du coup était sur le PC de la maman ou quelqu'un à son bureau, un collègue qui aime pas du tout Nathan et qui va sur son PC et qui est un peu fort en informatique, genre on n'en sait rien.